On s'est rendu compte qu'il fallait recréer des emplois parce que tout le monde n'avait pas bac plus 5. Et c'est un peu normal dans une société, je dirais. On croit que n'importe qui est remplaçable par n'importe qui parce que je pense que vu d'en haut, c'est ça qui se passe. Donc je pense qu'il y a eu un abandon des classes populaires ou des gens ordinaires de la part de cette gauche d'aujourd'hui pour se déporter sur des questions sociétales plutôt que les questions sociales. En France, il y a 5,5 millions d'ouvriers. Ils ont disparu. Ils ont disparu de partout, jamais on parle des ouvriers. C'est les classes populaires les premières victimes, c'est les classes populaires, et c'est normal qu'ils demandent en premier lieu plus de sécurité. Le plein emploi simple, c'est quoi? Ça veut dire 2 millions de chômeurs? Déjà, ça, j'appelle pas ça le plein emploi, enfin il ne faut pas se mentir sur les mots. Vous voulez faire entrer l'Ukraine dans l'Europe, en Ukraine les salaires sont en gros de 380 € par mois. Vous vous rendez pas compte des conséquences que ça peut avoir sur les travailleurs français? C'est le patronat qui a décidé de la politique d'immigration dans nos pays pour des raisons économiques évidentes. Le MEDEF est contre cette loi immigration. Et moi je me poserais des questions si j'étais à la CGT de pourquoi je me retrouve sur cette question main dans la main le MEDEF. La Macronie détruit-elle le travail et son fondement, le droit social? Défend-elle convenablement les services publics? Son projet est-il antisocial? La gauche, de son côté, n'est-elle pas trop omnibulée par la question Israël-Palestine? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter l'ancien ouvrier et désormais journaliste Frédéric Durand. Bonjour. Donc Frédéric Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la revue L'Inspiration politique, journaliste et intervenant régulier sur la chaîne CNews, mais vous êtes également un ancien ouvrier, donc c'est une reconversion, et vous êtes un homme de gauche. Alors pour commencer cet entretien, j'ai envie d'évoquer avec vous la conférence d'Emmanuel Macron, parce que dans cette conférence de presse, le président de la République a annoncé l'acte 2 de la réforme du marché du travail. Alors, il s'agit d'instituer des règles plus sévères quand le chômeur refuse des offres d'emploi qui lui sont proposées. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bon, déjà, c'est une conception du travail et des gens qui sont privés d'emploi assez marquée. C'est-à-dire qu'on considère d'emblée que celui qui ne travaille pas aurait fait le choix de ne pas travailler. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a sans doute même des gens qui veulent profiter du système. Mais je dirais que la plupart des gens qui sont en recherche d'emploi le sont sincèrement et souffrent de ne pas travailler. Et cette dimension-là, c'est un peu lorsque Macron avait dit il suffit de traverser la route pour trouver un emploi. Ça prouve qu'on est dans un décalage qui est par ailleurs normal, puisque Emmanuel Macron, lui, a fait des études qui lui ont sans doute permis immédiatement de trouver un travail. Il n'a pas connu tout ce que peut être la précarité, la difficulté, le manque de diplôme, etc. Donc déjà, c'est une perception, à mon avis, erronée du monde du travail et du marché du travail, puisque le travail est malheureusement un marché comme n'importe quel autre marché. Après qu'il faille, je dirais, punir les profiteurs de systèmes quels qu'ils soient, moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut avoir la même sévérité avec sans doute les gens qui fraudent le système social que les gens qui fraudent au niveau des impôts, etc., au niveau de ce qu'ils doivent faire, de la fraude fiscale. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour un libéral. D'emblée, le travailleur est présenté comme quelqu'un qui potentiellement est un tricheur, et croire qu'on peut faire de réelles économies, parce que c'est ça qui est dit derrière. Alors il y a la question morale, éthique, et donc c'est pour ça que j'en conviens qu'il ne faut pas laisser les gens profiter, ça c'est vrai. Après, sur la question purement économique, le non-accès au droit, par exemple, représente en chiffres, représente beaucoup plus que la fraude en réalité. On pourrait dire aussi qu'il n'est pas question de diminuer les cotisations chômage. Finalement, si on diminue le remboursement, on pourrait penser que les travailleurs et le patronat cotiseraient moins. C'est un peu logique, mais il n'est pas question de ça. On met aussi en place, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée que tout poste vacant, finalement, serait remplaçable par n'importe qui. C'est ça. Mais c'est vrai dans la société des déracinés. Dans la société de ceux qui sont mobiles en permanence, sont connectés, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, je pense, parfois aussi une incompréhension sincère, pas jouée. Si on ne comprend pas qu'on ne soit pas capable, on a grandi dans un lieu, on y a élevé sa famille, mais on ne comprend pas qu'on ne soit pas capable d'un coup de faire 300 ou 400 km pour aller travailler ailleurs. Parce que dans un certain monde, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est tout à fait normal, légitime, d'habitude. Non, pour les gens qui ont quelques racines, et moi je le sais parce que à l'intérieur de mon propre pays,
je suis un déraciné puisque je viens du Sud. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours simple quand on a grandi quelque part, on s'est fait tout un monde social autour de soi, etc. De dire au fait là je dois partir travailler pendant 3 ans là et puis pendant 4 ans là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne pour beaucoup de gens. Mais pour une certaine élite, ça devrait être comme ça. Or, ça me paraît difficilement réalisable. Ensuite, oui, il y a des emplois qui sont en tension. Mais c'est quoi les emplois en tension? C'est 250 000, 300 000 emplois, on pourra vérifier. Où il manque effectivement de main-d'œuvre. Mais on a quand même, en réalité, quand on compte toutes les catégories, autour de 5 millions de chômeurs. Donc, si vous mettez 250 000 en face de 5 millions, il manque encore beaucoup d'emplois qui devraient être créés. Alors là, on pourrait partir, parce que ou bien on crée une France où il faut avoir Bac+3 pour travailler. Ça a été un peu l'objet, des pays occidentaux. C'était de se dire, mais il y avait une sorte de péché d'orgueil immense qui consistait à dire nous, de toute façon, on n'a plus besoin d'industrie, on n'a plus besoin d'agriculture, puisque nous, on est tellement intelligents que tout ça, on peut le faire à d'autres pays, la main-d'œuvre, la petite main-d'œuvre, etc., il y a ailleurs. Et ce péché d'orgueil, on le paye aujourd'hui, en réalité. Donc, oui, on s'est rendu compte qu'il fallait recréer des emplois parce que tout le monde n'avait pas Bac+5. Et c'est un peu normal dans une société, je dirais. Donc, pour donner du travail à tout le monde, on ne peut pas donner que du travail sur du tertiaire, etc. Ou des métiers intellectuels. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de rétro-pédaler parce qu'on a décidé à un moment donné que les ateliers du monde seraient en Asie, que nous, on ferait que de la plus-value au niveau du service, au niveau de la matière grise, etc. Sauf qu'en Asie, aujourd'hui, ils ont les petites mains, certes, mais ils ont aussi les ingénieurs, donc ils tiennent toute la chaîne et on est obligé d'acheter leurs produits. Voilà la réalité dans laquelle on nous a mis à partir de choix politiques bien précis et à mon avis, d'une classe ouvrière, des classes populaires en général, ou pour reprendre, parce que j'ai vu en bas le portrait d'Orwell, les gens ordinaires, ceux-là n'étaient plus pris en compte. Donc, vu par Macron ou par ses prédécesseurs, parce que moi je ne vais pas jeter, Macron hérite aussi d'un système, faisait qu'on se disait, voilà, il faut de grandes métropoles, des places financières, de grandes métropoles, on oublie la ruralité, la France périphérique, etc. On va tout concentrer sur ça. Résultat, donc on enlève toutes les lignes de chemin de fer qui relient les petites villes entre elles pour les rares qui restent, les amener vers la métropole, etc. Donc ce monde métropolitain, c'est un monde de service, ça ne peut pas être un monde d'industrie ou un monde d'agriculture. Et donc voilà, on a tout misé là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on en paie les conséquences, d'autant que, d'une part, évidemment, il y a parce qu'on pourra en parler, mais la question de la mondialisation a fait que beaucoup d'usines sont parties à l'étranger pour avoir de la main-d'œuvre moins chère, ce qui est tout à fait normal dans le jeu du capitaliste. C'est-à-dire que si vous pouvez produire moins cher là-bas, il n'y a pas de patriotisme, il n'y a rien. Là, c'est l'argent qui compte. Et donc, on va faire fabriquer moins cher dans les pays de l'Est ou ailleurs. Et évidemment, les gens qui sont sur place voient leurs moyens de subsister, de gagner leur vie disparaître. Voilà, il y a même des usines où les ouvriers, ils restaient devant pour empêcher les machines de sortir. Voilà ce qu'est le résultat de cette politique, à mon avis. Et il y a aussi une méconnaissance que on parlait justement de salariés interchangeables. Il y a aussi une méconnaissance peut-être de la technicité des métiers aussi, du savoir-faire, parce que bien sûr. Je vais prendre un exemple, parce que je connais bien, j'étais moi-même dans les ressources humaines dans une grande entreprise industrielle et on avait beaucoup de soudeurs. Ouais. Et on avait une pénurie de soudeurs. C'est un métier bien payé pour un métier manuel, on va dire. Et pourtant, c'est un métier extrêmement technique et extrêmement mal méconnu. Donc, finalement, cette réforme du marché du travail qui voudrait que, tiens, on a besoin d'un soudeur, on a une personne qui est disponible, on lui... Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut des années de formation. Et ça, est-ce que la Macronie a bien conscience de ça ? Mais la Macronie et ceux d'avant, hein. J'insiste pas pour défendre Macron, c'est parce que c'est un mouvement qui dure depuis une trentaine d'années, donc et qui s'est renforcé. C'est la Macronie qui durcit les conditions. Voilà, et qui s'est renforcé, je dirais, avec la vision macroniste. Vous avez parfaitement raison. On a cru que tout ce qui était métier manuel, n'impliquait aucune connaissance particulière, etc. D'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'on avait transféré les usines ailleurs, mais on a transféré en même temps les savoir-faire. Parce que forcément, fabriquer ailleurs, c'était une chose, mais il fallait aussi tous les savoir-faire industriels que nous avions, il a fallu les transférer avec, ce qui nous a fait perdre encore un peu plus. Donc oui, on croit que n'importe qui est remplaçable par n'importe qui, parce que je pense que vu d'en haut,
C'est ça qui se passe. Vu d'en haut, un soudeur, c'est rien, un ajusteur, c'est rien, qu'importe. Tous ces métiers-là, on a le sentiment qu'il n'y a pas de réel savoir-faire. D'abord, il n'y a plus d'amour du métier. D'abord, dans la société ultralibérale, l'amour du métier, on ne sait pas ce que c'est. Vous savez, mon père était berger, par exemple, élever des brebis, on me disait c'est simplement garder des brebis. Non, c'était un métier de savoir élever un troupeau, etc. Et lui, comme beaucoup d'autres à cette époque-là, avait l'amour du métier. Mais effectivement, et même, je vais aller plus loin, il y a eu une époque où, y compris les grands patrons de l'industrie, avaient l'amour du métier parce qu'ils connaissaient les produits qu'ils fabriquaient. Dès lors qu'on a remplacé ces grands patrons par des actionnaires qui ne savaient même pas ce qu'ils achetaient, moi je me rappellerai toujours, j'avais fait un reportage à une époque à Romans-sur-Isère où on fabriquait des chaussures Jourdan. L'usine était en train de fermer et l'ouvrière m'a expliqué, il me disait oui mais le monsieur qui nous a repris, c'était un Américain à l'époque, etc. Quand il y a du cuir pas cher, il bondit dessus, il achète, mais quand nous on le reçoit, la saison est déjà passée, on ne peut plus le mettre au catalogue parce qu'on n'a pas eu le cuir au bon moment. Donc lui, c'était juste des opportunités d'achat complètement en décalage avec les saisons de fabrication. Ça illustre bien, à mon avis, cette perte d'amour des métiers, ce mépris profond qu'a l'élite pour les métiers manuels notamment. Et je crois que nous vivons aussi pour partie les conséquences de ce profond mépris du travail ouvrier. Alors, il y a un mépris, mais j'ai envie de vous dire justement de rebondir là-dessus, parce que je n'ai pas l'impression que la gauche défende aujourd'hui, en tout cas la gauche, on va dire de façon globale, la NUPES, hein, pour la nommer, défendent énormément l'amour du métier. J'ai l'impression que cette gauche est plus préoccupée par des questions de, justement, comment dire, la valeur travail, ça peut paraître très sarkozyste, hein, ce que je vais dire, mais ce n'est pas dans ce sens-là, n'est plus vraiment mise en avant la fierté du travail accompli. Je vais donner un exemple. Agnès Pannier-Runacher, qui était l'ancienne ministre secrétaire d'État à l'industrie, qui avait eu une phrase maladroite, on va dire, sur la magie dans les industries. Moi, je viens comme je vous ai dit, d'une grande industrie, donc Naval Group, DCNS, pour ne pas la nommer. Il y avait une fierté, une véritable fierté d'appartenir à quelque chose d'historique, d'être dans un continuum historique, de produire des bâtiments colossaux. Il y avait vraiment une fierté du métier. Et on a l'impression que cette fierté du métier, politiquement, elle n'est pas vraiment vendue, elle n'est pas vraiment reconnue. Oui, je pense que c'est l'une des dérives qu'on peut noter à gauche. À l'exception, je mettrais de côté quelqu'un comme Fabien Roussel, par exemple, qui continue de parler du travail. Ou François Ruffin. Ou François Ruffin, tout à fait, qui continue de parler du travail. Pour le reste de la gauche, qui est quand même, ce que me dit souvent Christophe Guilluy, c'est que on voit que les villes où le mètre carré est le plus cher sont des villes de gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui y habitent, donc les gens qui votent, sont pas les plus démunis. Donc je pense qu'il y a eu un abandon des classes populaires ou des gens ordinaires de la part de cette gauche d'aujourd'hui pour se déporter sur les questions sociétales plutôt que les questions sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit un monde où il n'y a pas d'ouvriers. En France, il y a 5,5 millions d'ouvriers. Ils ont disparu. Ils ont disparu de partout. Jamais on parle des ouvriers. Absolument jamais. Vous pouvez regarder, on ne parle pas des ouvriers comme si c'était une classe qui avait disparu. Bon, on a compris que la société a évolué, qu'il y en a moins qu'avant. Mais enfin, 5,5 millions. Ça reste énorme. Vous avez plus d'employés encore. Donc des gens qui vivent de... Vous savez, moi, ça m'intéresse toujours, qu'est-ce qu'on peut faire avec un SMIC, c'est-à-dire 1 398,70 €. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 398,70 €? On ne fait pas beaucoup de choses. Et on dirait que ces gens ont totalement disparu. Donc, si vous voulez, le déport d'une certaine gauche, malheureusement aujourd'hui, qui est le centre de gravité de la gauche, il faut le dire, vers les questions sociétales, où on se bat plus sur des questions, je dirais, culturelles, voire que sur des questions sociales et économiques, c'est terrible pour moi. Parce que pour moi, la gauche, elle est née pour résoudre les questions d'exploitation sociale, les questions d'inégalité sociale, ces questions-là, mais qui ne sont pas des questions pour moi de discrimination ou autres, qui sont vraiment des questions de structuration sociale, du capitalisme et du néolibéralisme en particulier aujourd'hui. C'est très peu soulevé. Mais finalement, ce n'est que l'application de la théorie de Terra Nova. Vous avez dit, c'est ça. Bien sûr. En 2013, je ne suis pas sûr de la date, mais de l'année, mais en tout cas, c'était dans ces années-là, qui disait que finalement, l'électorat populaire au sens ouvrier, employé du terme, n'était plus finalement le socle de base du Parti socialiste. C'est le Parti socialiste qui était visé. Alors, est-ce que c'est-à-dire que la gauche a trahi
son électorat de base? Ah, complètement. Enfin, à mon sens, la majorité de la gauche, on mettait les toujours aux exceptions qu'on évoquait tout à l'heure, a complètement trahi, a complètement abandonné, n'est plus du tout dans les préoccupations qui sont celles des travailleurs aujourd'hui, quelque part s'en moque, et c'est en gros, la gauche française est devenue une gauche anglo-saxonne. Pour aller vite. C'est-à-dire que la gauche française, elle avait quand même ses racines dans le monde ouvrier, ses racines dans le monde du travail, et pas forcément sur des questions sociétales. Là, aujourd'hui, elle a trahi, je ne sais pas si elle a trahi ou si elle a carrément abandonné, c'est-à-dire que c'est un non-sujet. Ça n'est plus un sujet pour la gauche, or pour moi, ça demeure le sujet principal. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de à combien était le SMIC, parce que je ne suis pas sûr qu'il le sache. Et est-ce qu'on est préoccupé par l'intersectionnalisme quand on est à 1398,70 €, ou est-ce qu'on est préoccupé par la fin du mois? Donc, je crois qu'on est préoccupé par la fin du mois. Les questions WOC ne sont pas trop les questions des repas des familles populaires, des familles ordinaires. Oui, les questions de discrimination sont importantes. Les questions, moi, je dis pas qu'il faut les oublier. Je dis qu'elles existent, mais par exemple, les banlieues représentent que 20% des classes populaires en France. Et donc, on a oublié 80% de tous qui vivent dans cette France périphérique qui a commencé à être décrite par Christophe Guilluy, par bien d'autres derrière qui en ont parlé, mais qui représente une immense majorité silencieuse et non défendue, complètement abandonnée. Je fais une parenthèse parce que ce que vous dites est très juste. Et François Ruffin essaye de reconquérir cet électorat qui est parti majoritairement au Rassemblement national. Dans l'abstention majoritairement et pour partie... Oui, vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Les voix s'expriment sur le Rassemblement national, mais il y a une partie en effet très forte sur l'abstention. Mais j'ai envie de vous faire réagir à ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon intervenait dans son think tank La Boétie en rapport à cette stratégie de François Ruffin, et il disait clairement que ça n'était plus aujourd'hui l'objectif de son parti, de son mouvement, la France Insoumise. Il ne voulait plus convaincre ces personnes de voter RN, mais il voulait convaincre les abstentionnistes des banlieues de voter LFI. C'est ça. Il croit, d'après ce que j'ai compris dans sa stratégie, il croit trouver son salut dans les classes populaires des banlieues et en ignorant tout le reste. Moi, je pense que, c'est une erreur politique, et deux, surtout, c'est totalement injuste lorsqu'on veut défendre les classes populaires d'en oublier 80%, tout simplement. Il vaut mieux essayer de trouver les points de convergence entre les uns et les autres. Les points de convergence, c'est parce qu'il y a beaucoup de familles dans les banlieues qui défendent des valeurs fortes, comme il y en a dans la France périphérique, etc. Et puis, il y a en commun le fait qu'on ait des salaires qui sont bas et qu'on doit se battre pour boucler la fin du mois, et qu'à partir du 10 du mois, parfois, on n'a plus rien sur le compte en banque ou plus grande chose. C'est ça, c'est ces points convergents qu'il faut trouver en réalité entre les uns et les autres. C'est pas la démarche de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est, je pense, dans une démarche, comme je disais, un peu à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que, en gros, beaucoup des questions se sont déportées sur les questions d'identité, et lui, il veut jouer cette partition-là en disant, si je veux rester dans le match, en gros, je dois moi aussi être sur les questions identitaires et culturelles, mais prendre le contre-pied de ça. Moi, ça m'intéresse pas. Je vous le dis, moi, je crois que se situer... Alors, je ne dis pas que les questions d'identité ne comptent pas, bien sûr qu'elles existent, les questions culturelles, mais se situer sur cet unique terrain au prétexte de faire le match avec le RN ou avec Reconquête, je pense que ce n'est pas une stratégie honnête pour les classes populaires et pour les gens qui ont besoin de nous, quoi, à gauche. Alors, je rappellerai aussi que l'insécurité que l'on voit dans les banlieues, elle a pour première victime les gens des banlieues, justement. Je le répète tout le temps, c'est les classes populaires les premières victimes, c'est les classes populaires, et c'est normal qu'ils demandent en premier lieu plus de sécurité. Lorsque vous vivez entouré de dangers divers et variés, vous lésinez pas sur ça. Vous êtes en train de dire, ah oui, et là, il y a des voyous, et moi, j'ai pas envie de vivre avec des voyous. Enfin, c'est complètement normal. Aujourd'hui, on confond, alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais en gros, depuis Foucault, une sorte de rupture avec le marxiste derrière les derniers intellectuels universalistes qui avaient disparu, on a eu des sortes d'intellectuels qui s'intéressaient qu'à des sujets précis pour essayer d'écrire l'ensemble de la société. Il s'avère que Foucault s'intéressait aux fous et aux prisonniers. C'était surveiller et punir, c'était donc la psychiatrie et les prisons. Et la gauche, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a envie
envie de défendre plus que les fous et les voyous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une sorte de gauche foucaldienne à cet égard. Et tous les autres, tous les gens ordinaires, je dirais, tous les gens qui sont honnêtes, qui travaillent, etc., ils n'ont pas le droit d'être défendus. Non, pour moi, on est dans une vraie dérive, mais je pense que ça pourra pas durer. Parce que, par exemple, je crois que la stratégie que vous décriviez de Mélenchon tout à l'heure, elle est vouée à l'échec quasi obligatoire. Parce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, quand bien même, ce qui me paraît complexe, il franchirait le premier tour, il serait battu au second tour, dans tous les cas de figure. Et donc, à un moment donné... Même face à Marine Le Pen ? Ah oui. Mais bien sûr, même face à Marine Le Pen. D'ailleurs, il en a fait l'expérience lorsqu'il s'est présenté contre elle dans le Nord, que je sache. Il a très largement perdu. C'est pour ça qu'il est allé après se présenter à Marseille. Mais dans le Nord, vous vous rappelez l'élection qu'il a vu se confronter à Marine Le Pen. Donc oui, et donc à terme, je pense que de toute façon, on ne répète pas les échecs indéfiniment. Donc on a peut-être besoin de se prouver que ça va être un échec. Une fois qu'on se le sera prouvé, on va aller vers des choses qui me paraissent plus raisonnables pour le monde du travail et les classes populaires. Bon, on a fait une longue parenthèse. On va revenir au sujet initial du chômage. On reviendra sur la gauche, je vous rassure. Après, Emmanuel Macron vise le plein emploi, c'est de l'ordre de 5%. La question du chômage, c'est étonnant, parce qu'on a plutôt des chiffres qui baissent. Oui. On est à 7% à peu près, même si certains disent qu'une partie des chômeurs sont masqués. Mais on a plutôt une baisse du chômage. Et contrairement à il y a peut-être 20 ans, je me rappelle, le chômage était l'un des sujets déterminants de la société, tout le monde en parlait. Là, on a l'impression que c'est un sujet qui est devenu un petit peu accessoire. 5% de chômage, si Emmanuel Macron y parvenait, est-ce que ça serait à mettre à son crédit ? Non mais le plein emploi, c'est 5% de chômage, je ne comprends pas. Parce que le plein emploi, c'est quoi ? Ça veut dire 2 millions de chômeurs ? Déjà, j'appelle pas ça le plein emploi. Enfin, il ne faut pas se mentir sur les mots. Le plein emploi, c'est le plein emploi. Il y a un chômage résiduel, peut-être de 1, 3, 2%, j'en sais rien. Mais de 5%, déjà, c'est pas du plein emploi. Je tiens à dire ça parce que je suis chaque fois choqué quand j'entends ça. C'est-à-dire qu'on a 2 millions de personnes qui travaillent pas, mais on s'en fout, quoi. On a atteint le plein emploi, prétendument. Non, c'est pas ça le plein emploi. Bien. Et quelle était votre question ? Parce que du coup, en marchant, je l'ai oublié. Est-ce que Emmanuel Macron, en clair, je voulais avoir votre regard global sur la politique, l'efficacité de la politique d'Emmanuel Macron sur le chômage ? Disons que beaucoup d'emplois qui se créent, on le sait, sont plutôt assez précaires. Et notamment, ce sont des auto-entrepreneurs qui, au bout de quelques années, se rendent compte qu'ils sont pris dans un piège. Moi, je discute parfois avec des chauffeurs Uber qui me disent comment ça fonctionne leur système. Ils ont fait un crédit pour leur voiture, etc. Et de toute façon, ils ne peuvent plus sortir. Donc oui, ils travaillent effectivement, mais ils travaillent avec des revenus très bas, avec des possibilités de se défendre quasi infimes. On est arrivé un peu à ce sommet du capitalisme qui consiste à s'auto-exploiter d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'avant, on exploitait les souris, maintenant, on s'auto-exploite. Donc déjà, une partie du travail est lié à ça, à des formes de précarité qui empêchent les gens de se projeter dans l'avenir, de construire. Est-ce que ça en veut, justement, je rebondis, est-ce que ça en vaut la chandelle ? C'est-à-dire, imaginons un taux de chômage à 1% ou 0%, donc très, très faible, mais une précarisation accrue du marché du travail. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Ou est-ce qu'il faut plutôt un chômage plus élevé, mais des emplois plus rassurants? Vous voyez un petit peu... Parce que c'est un peu ça qui se joue finalement. Alors, on est en train d'assister à une transformation de la société globale. C'est-à-dire qu'on a tellement habitué les nouvelles générations à ce qu'elles n'auraient plus d'emploi en vie qu'elles-mêmes ont intégré ce phénomène et parfois ne souhaitent pas rester dans l'entreprise, veulent faire et ceci jusqu'au moment où elles veulent un peu s'installer dans la vie, avoir des enfants, où là ça devient compliqué parce que là on voit bien qu'il faut une certaine réassurance au niveau de l'emploi pour pouvoir se projeter dans l'avenir, avoir des enfants, faire construire une maison ou acheter un appartement, etc. Donc il y a ces deux phénomènes. La vraie question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir de l'emploi pérenne pour tous ou pour presque tous ? Alors là, ça devient effectivement difficile. Il y a des secteurs dans lesquels il y a un manque de main-d'œuvre évident, où on a besoin de gens, mais on n'a pas les moyens pour, je pense, et notamment, et ça va être de plus en plus le cas, dans les cas de grande dépendance, du grand âge, etc., où il y a aujourd'hui, nos seniors, pour certains, vivent dans une détresse qu'on a du mal à imaginer et auraient vraiment besoin de gens autour d'eux. Ça, on n'est pas capable de le mettre en place. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas on produit que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on est en aide de gens, etc. Mais ça ne rapporte pas forcément au système. Donc, il faut se dire que dans la société capitaliste, on appelle le travail que ce qui rapporte au capitalisme. Ce qui ne rapporte pas au capitalisme n'est pas appelé travail. Donc,
moi j'aimerais bien déjà qu'on redéfinisse ce que le travail. Est-ce que le travail c'est de produire quelque chose ou est-ce qu'on décide de n'appeler travail que ce qui rapporte au capitalisme? Voilà, donc ça, c'est une première chose. Donc dans une redéfinition du travail, effectivement on pourrait faire rentrer dans le travail des tas d'activités extrêmement utiles à la société, mais qui au prétexte qu'elles ne répondent pas à la définition du capitalisme du travail, n'est pas considérée comme du travail. En tant que grand-père, j'amène mon petit enfant à l'école, ça n'est pas du travail. Si je le fais faire à la nounou exactement la même chose, c'est du travail. Parce que dans un cas, ça rapporte à la société capitale, dans l'autre cas, ça ne rapporte pas. Mais c'est du travail pourtant dans les deux cas. Donc il faudrait déjà redéfinir le cadre de ce qu'est réellement le travail. La vraie difficulté ensuite, c'est effectivement dans le cadre de la mondialisation. Parce qu'il y a des questions de compétition derrière des pays. L'Occident, qui a été les plus grands promoteurs, ont été les plus grands promoteurs de la mondialisation et de la déréglementation, du sans frontières, enfin du non-protectionnisme, etc. Donc l'Occident a fabriqué ça et il se reçoit en retour de boomerang dans la figure cette mondialisation. C'est pour ça que l'Occident est en déclin, parce qu'il a fabriqué un système qui le dessert. Pourquoi ? Parce que dans un système comme ça, le capitalisme autoritaire de la Chine, par exemple, en tout cas sur le moyen terme, sur le long terme, c'est une autre histoire. Mais sur le moyen terme, le capitalisme à la chinoise, par exemple, est beaucoup plus efficace, c'est-à-dire un capitalisme autoritaire beaucoup plus efficace que le capitalisme libéral, comme les pays occidentaux le connaissent. Je vous dis, si demain le président américain Joe Biden veut convoquer Elon Musk pour lui dire ce qu'il doit faire, Elon Musk rigole. À Chine, c'est pas pareil. Si le président chinois convoque les grands patrons, ils sont tous autour de la table, ils obéissent. Donc ils peuvent avoir des stratégies extrêmement efficaces. Plus qu'on exploite, il y a quasiment pas de droit de travail, donc on peut exploiter beaucoup plus les travailleurs, etc. Donc dans ce système de mondialisation, c'est bien beau tout ça, mais qui c'est les plus forts? C'est le capitalisme autoritaire, pas le capitalisme libéral. Et donc forcément, on ne sait plus comment faire. Alors on se dit, ou l'Occident met en place des régimes autoritaires capitalistes, pour essayer et ça commence, voilà, ou alors c'est perdu. Voilà. Donc dans ce monde-là, le travail, pour répondre à votre question plus précisément, le travail, il dépend de tellement de paramètres extérieurs qu'on a beau jeu de dire à un moment donné, non mais vous ne pouvez plus rien faire parce que sinon vous êtes plus compétitif au niveau international, donc vous n'avez plus de produits, donc vous êtes obligé d'exploiter les travailleurs comme ils vont être exploités dans les ex-pays de l'Est ou ailleurs dans le monde. Vous comprenez que ça ne peut pas être un système. Je ne sais pas si vous avez vu la lettre de Ruffin à Guzman, sur un point, j'ai trouvé extrêmement lucide, c'est dire oui, vous voulez faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe. En Ukraine, les salaires sont en gros de 380 € par mois. Et nous, le salaire minimum, il est à 1300, je le disais tout à l'heure, 90, 70 forcément. Vous vous rendez pas compte des conséquences que ça peut avoir sur les travailleurs français de dire, voilà. Et tout ça est voulu par un système capitaliste. D'ailleurs, ceux qui le défendent au nom d'un certain humanisme, il faut faire rentrer l'Ukraine, etc. Et puis il y a ceux qui voient un peu les conséquences pour le monde du travail. C'est pas pareil, effectivement. Donc oui, le monde du travail aujourd'hui est assujetti, on l'a volontairement assujetti à une mondialisation qui rend ces conditions extrêmement difficiles. Et donc on s'est habitué à un chômage qu'on appelle d'ailleurs structurel. C'est la preuve que si on l'appelle structurel, c'est qu'on pense qu'il n'est, on peut plus l'endiguer au vu de ce grand système-là. Pour protéger les travailleurs, il y a la question du syndicalisme. Alors, on a l'impression que le syndicalisme en France, il est un peu en panne, ou en tout cas son efficacité est quand même modérée. Est-ce qu'il a été beaucoup plus efficace à certaines époques? Sans doute oui. Sans doute oui. Mais là, on a une CFDT qui est jugée trop complaisante vis-à-vis du gouvernement. On a de l'autre côté la CGT qui semble être plus préoccupée par les questions sociétales. Justement, on parlait de sociétales tout à l'heure, où par exemple, il y a beaucoup de communiqués sur la question palestinienne, la loi immigration, etc. Mais finalement, assez peu sur les travailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver un équilibre entre le salarié et les patronats et les syndicats? Alors, forcément, les syndicats sont... D'abord, moi, je défends les syndicats parce que, en ce sens qu'on parle souvent des syndicats lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des événements. Le syndicalisme, c'est aussi des permanences juridiques où des gens se rendent pour se défendre. Donc tout ça, ça existe et c'est encore très structuré. Moi, je connais un peu mieux la CGT, mais je sais que ça fonctionne comme ça dans tous les syndicats. Et beaucoup des gens qui sont des non-syndiqués ont quand même recours à ces cellules juridiques, par exemple, des syndicats. Il ne faut pas l'oublier. Alors, pour autant, ils ne vont pas se syndiquer parce qu'ils n'ont pas envie de participer. Parce qu'évidemment, il y a la question de la lutte collective qui
les gens ne croient plus. Enfin, c'est ce qu'on a appelé, les postmodernes ont appelé la fin des grands mythes, c'est-à-dire que toute organisation collective qui changerait la vie est difficile à faire accepter avec les grands échecs retentissants du XXe siècle. Cependant, ça ne veut pas dire que les syndicats, dans leur rôle au quotidien auprès des salariés, n'existent plus. Bien au contraire. Je pense que si ce rôle-là n'était plus assumé par les syndicats, les injustices seraient encore beaucoup plus fortes. La question du rayonnement du syndicalisme, là, c'est une autre question. C'est-à-dire comment on fait des adhésions. Moi, je pense qu'il y a une brutalité des différents pouvoirs qui se sont succédés à l'égard du monde du travail, qui fait que ça s'est soldé par de nombreuses défaites syndicales. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, combien qu'on soit dans la rue, ça a été le cas de la réforme de la retraite, ça a été le cas de la réforme de l'emploi, du travail, sous la loi El Khomri à l'époque de Hollande, etc. Et les réponses sont tellement brutales, sont tellement jusqu'au boutiste, je dirais, que ça se traduit pour le monde syndical par un échec. Partant, les gens se disent c'est inutile. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi que lorsqu'on arrivait à engranger des victoires dans le monde syndical, ça faisait rayonner le monde syndical. Et aujourd'hui, malheureusement, alors après, le monde syndical a sans doute aussi des réformes en son sein à faire. Ça, c'est possible aussi. Mais la suite d'échecs qu'on a connus sur le front syndical a rendu aux yeux de beaucoup le syndicalisme un peu inutile, hormis ce que je disais tout à l'heure, qui reste très important, le suivi au quotidien des travailleurs qui en ont besoin, parce qu'on leur dit il faut rester 20 minutes de plus pour balayer, le travailleur ne sait pas s'il a le droit, s'il est dans son droit de partir ou pas, ou s'il doit faire ces 20 minutes gratuites pour le patron, il va voir le syndicat, on lui dit non, mais si tu dois rester 20 minutes, tu dois le cumuler, on doit te les payer. Ah bon, je ne savais pas, moi je croyais que c'était obligé, et donc je finis à 18h, jusqu'à 18h20, je suis là à balayer, je croyais que c'est gratos. Bon, là, je vous donne un cas précis, parce que c'est quelqu'un que je connais, comme ça, toutes ces choses-là à la marge, les syndicats rétablissent un peu les choses. Donc au quotidien, ils restent présents. Je pense que c'est important. Vous parliez des retraites tout à l'heure, et je vais rebondir par rapport à ce que vous dites. Vous venez de dire, on a eu des manifestations de grande envergure. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu d'aussi grandes. On a eu la crise des Gilets jaunes, une grande envergure également. Et pourtant, quelques mois plus tard, plus personne n'en parle, c'est entériné. On a l'impression que ça n'a pas existé. Comment on explique? C'est pas entériné, c'est enterré, justement. Oui, pardonnez-moi. Mais comment on explique justement cette presque résignation du peuple français d'un point de vue lutte? Alors, il n'est pas résigné. Je pense que, comme je vous le disais, c'est un combat où on reçoit des coups, où on nous force à rentrer à la maison pour un temps. Mais derrière, regardez aujourd'hui les agriculteurs. Moi, je veux bien qu'il soit pas. Non, mais je rebondis parce que je veux bien qu'il soit pas résigné, mais par exemple, il revote pour Emmanuel Macron des années plus tard. Alors, c'est pas forcément le même électorat, mais en tout cas, il ne va pas. Il y a eu une abstention telle qu'Emmanuel Macron est toujours passé au second tour, au premier et second tour de la dernière élection électorale. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de statu quo, un système qui est assez figé. C'est assez verrouillé, tout ça est assez verrouillé. Parce que si vous voulez, d'abord, il n'y a pas d'offre politique satisfaisante pour les citoyens. En général, je dis que ça va de Macron ou de la NUPS jusqu'au RN ou à Reconquête. Je pense qu'il n'y a pas d'offre politique qui semble crédible aux gens. En tout cas, il y a une vraie défiance à l'égard du politique aujourd'hui qui s'explique par le fait que il y a eu beaucoup de... Enfin, vous êtes jeune, je suis un peu plus vieux que vous, je me rappelle de 1981, même si j'étais jeune, le Mitterrand arrive au pouvoir, il fallait voir ce que ça donnait en termes d'espoir. Moi, je n'ai plus connu depuis cette... alors, à tort d'ailleurs cet espoir, puisque dès 1983, le virage de la rigueur est pris, etc. On connaît l'histoire. Mais l'espoir qu'il y avait à ce moment-là est inimaginable. Or, ces degrés d'espoir en l'avenir, qui étaient très forts en 1936, à la Libération, en 1981, n'a cessé de décliner cet espoir-là. Jusqu'aujourd'hui, à faire un monde ultra-individualiste où toute solution collective apparaît comme désuète. Moyennant quoi, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, vous le dites, évidemment qu'à un moment donné, ils rentrent à la maison, parce qu'à force de se faire gazer, éborgner, tout ce que vous voulez, oui, on rentre à la maison, parce qu'on n'est pas des kamikazes, et puis c'est normal, et on a raison de le faire. Moi, je ne veux pas au peuple d'être à un moment donné rationnel.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il a abandonné le peuple, pas du tout. Il n'a pas abandonné. Il sait qu'à un moment donné, il faut faire des replis stratégiques parce qu'on est en face, c'est plus fort que nous. Voilà ce qui se passe en réalité. Mais c'est terrible de se dire ça, parce que ça signifie que, et on l'a vu d'ailleurs tous ces derniers temps, on a gouverné sans le peuple, même sans le Parlement, c'est-à-dire sans les représentants du peuple, à coup de 49.3 répétitions, etc., avec des alliances particulières, etc. Donc si vous voulez, moi je crois qu'à la fin, le peuple gagnera, parce que c'est un principe démocratique, mais je ne crois pas à la résignation. Je crois qu'il y a une partie de résignation, mais je crois qu'il y a chaque fois quelque chose qui rallume. Et là, ça pourrait être demain les agriculteurs. Moi, je ne dis pas dans le mar de café, mais je dirais, à un moment donné, c'est pas à partir de problèmes idéologiques que les gens se positionnent. C'est plus l'idéologie ne va plus entraîner une masse de gens dans les rues. C'est pas l'idéologie, c'est la vie concrète. C'est toujours, ça part du quotidien des gens. Et il y a des étincelles. Et ces étincelles, on ne sait jamais jusqu'où peut aller l'incendie derrière. Et donc là, c'est pareil. Là, je crois que peut-être demain sera les agriculteurs, une sorte de jacquerie ou je ne sais trop quoi, des gilets verts comme certains les appellent déjà, parce que c'est aujourd'hui ce métier-là qui se sent le plus méprisé, le moins reconnu et qui est dans des difficultés concrètes avec des salaires qui n'en sont plus et en travaillant énormément, quoi. Et donc ça, c'est inacceptable. Vous parliez de quotidien. Je pensais à l'immigration. L'immigration, on voit qu'il y a une population française qui est majoritairement pour une régulation. On ne parle pas forcément d'interdire l'immigration. Bien sûr, une régulation, un contrôle de l'immigration, 80%. Oui. Pourtant, que ce soit les syndicats représentatifs, que ce soit les hommes politiques de gauche, il manifeste contre. Je pense à Fabien Roussel, par exemple. C'était différent. Fabien Roussel, juste je le précise, je ne suis pas l'avocat de Fabien Roussel. Fabien Roussel, quand il arrive, il dit « Je défends la régularisation des travailleurs sans papier ». Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Lui se positionne sur le travail et sur le fait que s'il y a des gens qui travaillent, on ne peut pas les laisser dans une situation de non-droit. Et je défends ça. Et d'ailleurs, il a été hué cette manifestation, je le rappelle aussi, puisque justement par ceux dont vous allez parler ensuite, qui manifestent contre toute réforme de la politique d'immigration en France. Alors, je finis ma question, mais merci pour votre intervention, elle est très, très judicieuse. Comment on explique cette déconnexion entre les attentes des électeurs, les attentes presque des militants, alors, pas forcément des militants les plus déterminés, mais enfin, en tout cas, ceux qui se revendiquent d'une ligne, avec leurs représentants. C'est quelque chose d'assez fascinant, quelque part. Oui, parce que je pense qu'il y a une peur à gauche. Je classe les syndicats globalement plutôt à gauche. Bon. Mais d'ailleurs, vous verrez que quand on parle de syndicats, on devrait aussi parler du MEDEF, parce que le MEDEF est contre cette loi immigration. Tout à fait. Et moi, je me poserais des questions, si j'étais à la CGT, de pourquoi je me retrouve sur cette question, main dans la main, le MEDEF. Bien. Parce que moi, j'ai toujours dit que, historiquement, c'est le patronat qui a décidé de la politique d'immigration dans nos pays, pour des raisons économiques évidentes. On discipline le travailleur local, on met la pression sur les salaires, d'autres qui viennent d'ailleurs pour des raisons qu'on comprend très bien, décident d'accepter des conditions plus dures que ce que le prévoit la loi, etc., parce qu'ils en ont besoin. Et donc on comprend très bien que dans ce système-là, le MEDEF considère qu'il est important d'avoir une certaine liberté. D'ailleurs, dans la mondialisation, il y avait la libération de la finance, évidemment, mais aussi la libération la liberté de circuler des êtres humains, qui est une des promotions de l'immigration de masse, qui a toujours été un cheval de bataille du MEDEF. Donc, pour répondre maintenant plus précisément à votre question, c'est-à-dire... je pourrais vous dire pourquoi il y a ce décalage entre le MEDEF et l'habitant du 16e arrondissement parisien, parce qu'on peut aussi dire que l'habitant du 16e arrondissement est contre l'immigration et que le MEDEF est pour. Mais là, on prend le cas des syndicats de travailleurs, où il y a, parce que je pense qu'ils sont sur une posture très idéologique sur ces questions, et que les travailleurs, eux, qui sont en première ligne, qui sont les premiers en danger, parce que je pense que le travailleur très aisé de la région parisienne n'est pas en concurrence avec une arrivée de migrants, parce que le migrant ne viendra pas prendre son travail. Donc il risque rien, donc il peut être très humaniste et peut être très grande dame. Ce n'est pas le cas de gens qui ont que leur force de travail pour se nourrir, et eux, ils se sentent en danger. Et parmi eux, d'ailleurs, une partie de la population immigrée.
disons-le, aujourd'hui intégrée, mais une partie de la population immigrée. Donc oui, c'est 73% chez les ouvriers, 70% chez les employés. Je regardais les chiffres du dernier sondage que j'avais de disponible. Donc il y a ce décalage qui fait que, je pense, lorsque la CGT va manifester, elle ne peut pas se dire qu'elle manifeste au nom de la base des travailleurs, puisque eux sont plutôt satisfaits qu'il y ait une loi qui régule l'immigration, qui la maîtrise. Comme vous disiez, les gens ne disent pas zéro immigration, d'abord parce qu'ils savent que c'est impossible, et ensuite ils savent que certains métiers en tension peuvent nécessiter une main-d'œuvre venue d'ailleurs. Mais ils ne supportent pas l'idée que l'État n'ait aucune prise sur cela. Et c'est pas vrai que pour la France, c'est vrai pour tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays dans le monde qui va vous dire non mais laissons aller, on verra bien ce qui se passe. Non, c'est pas possible. Nous avons quasiment pas loin de 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Comment voulez-vous? Parce qu'après, il faut se poser les questions de contexte. Dans un contexte de grande prospérité, la question des migrations ne serait pas posée du tout de la même manière. C'est pour ça que les gens ne sont pas racistes d'ailleurs. On en fait des racistes au prétexte que... Non, il y a un contexte économique qui est donné. Donc, imaginez que la France, d'un coup, n'importe quoi, on découvre du pétrole en France et d'un coup, il y a... ou un autre, parce que le pétrole, c'était bientôt fini, mais d'un coup, il y a une grande prospérité en France. Mais les gens, ils verront l'immigration de façon complètement différente. Parce qu'ils se sentiront beaucoup moins en danger. Ils verront toujours une immigration irrégulière, délinquante, du même œil, bien sûr, mais ils ne la confondront plus avec le reste. Voilà. Là, on a quasiment 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on se dit, mais c'est plus possible de continuer comme ça. Et c'est plus possible de dire, on ne maîtrise pas, on ne sait pas combien de gens rentrent, aucune reconduite à la frontière n'est possible sans visa laissez-passer consulaire, qu'on n'obtient pas des pays tiers. Donc non, ça, on veut plus que ça se passe comme ça. Là encore, le peuple est raisonnable. Il n'est pas dans un extrême ou dans un autre, le peuple. Il est très... et c'est normal parce qu'il est très nombreux. Et donc, de toute façon, son point de vue, à la fin, il est très réaliste, il est très lucide. Par rapport aux élites, par exemple, il est beaucoup plus lucide que les élites. Il sait beaucoup plus ce que c'est que la vie ordinaire. Et donc, son constat, en général, il est plutôt très juste. C'est pour ça qu'il ne dit pas zéro immigration, ou il ne dit pas remigration, ou des choses absolument invraisemblables que j'entends parfois. Non, il est raisonnable et il n'accepte pas qu'il n'y ait aucune maîtrise des flux migratoires. Partout dans le monde, le peuple, il est comme ça. Alors, je vous propose maintenant de m'intéresser un peu à vous. Oui. Vous, est-ce que vous avez un parcours étonnant? Première question, on va revenir un petit peu à vos choix personnels d'orientation professionnelle. Ouais. Vous êtes un ancien ouvrier agricole et pourtant vous avez décidé de changer de voie. Donc aujourd'hui vous êtes journaliste. Alors la question c'est pourquoi? Il y a une solidarité naturelle dans le monde du travail ouvrier qui n'existe plus quand vous arrivez dans le monde intellectuel, où c'est presque le contraire, j'allais dire. Il y a eu entre 2015, je dirais, et aujourd'hui, une évolution vraiment extrêmement sensible de RFI sur ces questions-là, au point d'abandonner tous les travailleurs, toutes les classes populaires ailleurs en France, qui considèrent, je pense, quelque part comme des ploucs racistes. Je ne suis pas sûr, moi, que Jean-Luc Mélenchon ait renoncé sur le fond à certaines choses, mais par contre, dans ce qu'il nous dit, il y a un abandon en rase campagne de la laïcité. Pour moi, la souveraineté, c'est le seul gage possible de la démocratie et donc de l'existence du peuple. Sans souveraineté, il n'y a pas de peuple.